Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, le sommet extraordinaire sur la situation en République démocratique du Congo a démarré vendredi soir à Addis Abeba, s'est clôturé ce lundi 19 février 2024 dans la matinée. Parmi les résolutions figure la poursuite des échanges avec les protagonistes séparément dans les prochains jours à Luanda. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, a rendu publique une déclaration ce lundi 19 février 2024 pour fustiger le silence de la communauté internationale face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie est de la part du Rwanda. L'OSPC recommande aux institutions du pays et au gouvernement en particulier de fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé le dimanche 18 février à Addis Abeba. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du Conseil Paix et Sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur le continent, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. C'est le chef de l'État mauritanien et nouveau président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fermé les sommets vers 7 h ce lundi matin. Dans une allocution relativement courte, le dirigeant mauritanien s'est appuyé sur l'éducation, le thème des 12 prochains mois de sa présidence, en rappelant la nécessité de lui accorder une grande importance afin de préparer les générations futures aux défis de notre siècle. Le président El Ghazouani a particulièrement insisté sur la restauration urgente de la sécurité et de la stabilité sur les continents. Une obligation pour pouvoir peser sur les grandes questions internationales. L'Union africaine, qui fait désormais partie du G20, ambitionne maintenant d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le leader mauritanien a conclu son propos par la nécessité de renforcer l'union et la coopération continentale sans lequel l'Afrique ne pourra s'imposer sur la scène mondiale. Une 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui avait d'abord été marquée par le discours inaugural de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Il a profité de la dernière année de son mandat pour rappeler l'urgence politique et sécuritaire qui mine le continent et fragilise gravement ses institutions. L'ambassadeur Bakole Adewe, qui endosse les rôles du commissaire des affaires politiques du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, qui dit relaye l'inquiétude de chefs d'État et de gouvernement concernant la déstabilisation de plus en plus fréquente sur les continents, notamment des putsch militaires. Il a exprimé aussi la nécessité de rendre opérationnelle la force africaine en attente. Il a également salué les travaux de médiation du président angolais João Lourenço, considéré comme champion de la médiation dans le dossier toujours brûlant de conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo qui oppose Kinshasa et Kigali. Enfin, l'ambassadeur Bankole Adewe a rappelé la nécessité de restaurer la sécurité et la paix à travers le territoire, notamment dans les régions des Grands Lacs et au Soudan, dans la Corne de l'Afrique, en passant par la Libye et dans le Sahel. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, a rendu publique une déclaration ce lundi 19 février 2024 pour fustiger le silence de la communauté internationale face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie est de la part du Rwanda. L'OPSC a salué la position ferme du président de la République qui a rappelé sa volonté de rechercher la solution pour la paix dans l'Est et qui n'a pas accepté l'idée de négocier avec les terroristes du M23. Regardez.
paix au Congo. Des voix continuent de s'élever contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à l'intensification des combats dans la province du Nord Kivu, ces dernières semaines faisant des millions de morts et des déplacements massifs, l'organisation de la société civile pour la paix au Congo est montée au créneau pour dénoncer le silence de la communauté internationale. Edouard Bajika, qui est secrétaire exécutif national de l'OSPC, a relevé les recommandations formulées par leur organisation pour pacifier l'Est de la RDC en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. L'OSPC recommande 1. Aux institutions du pays et au gouvernement en particulier, chacun en ce qui les concerne. Fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Ériger une muraille fortifiée aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Mettre en urgence fin aux accords militaires avec l'Ouganda. Expulser l'ambassadeur de la Pologne, partenaire déclaré des ennemis du pays, et rompre les relations diplomatiques avec tous ces pays agresseurs et alliés. Sortir la RDC de la francophonie composée de gens sans cœur ni bon sens. Solliciter officiellement l'entrée de la RDC dans le BRICS. Au grand mot des grands remèdes, dit-on, l'organisation de la société civile pour la paix au Congo a annoncé préparer les actions de grande envergure sur l'ensemble du territoire national. Edouard Bajika Mutombo a annoncé que plusieurs organisations de la société civile, les mouvements citoyens et d'autres couches sociales se tiennent prêts pour participer aux différentes actions qui sont prévues pour faire pression sur la communauté internationale et ramener la paix dans l'Est de la RDC. Plusieurs églises, mouvements citoyens pro-démocratie, coordination estudiantine, structures de la société civile, syndicats, fonctionnaires de l'État, diaspora et des supporters des équipes de football ont accepté distinctement de se joindre à l'OSPC afin d'envahir les rues, ambassades ciblées et autres lieux publics. L'OSPC présente par ailleurs ses sincères félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa fermeté face aux sanguinaires de Kagame lors du mini-sommet d'Addis Abeba et son refus catégorique de négocier avec le M23. Et c'est cela la volonté du peuple. L'objectif de ces manifestations pacifiques est de faire en sorte que les recommandations énumérées si haut soient urgemment prises en compte. Par ailleurs, l'OSPC a félicité le FARDC, les Ouazalendo et tous les patriotes pour la défense des terres congolaises durant les combats face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et dans l'actualité toujours, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, Guillaume Djike Kaiko, a fait le compte-rendu de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et de l'aéroport de Goma, chef-lieu de la province, qui avait été visité par une bombe le samedi sur fond des combats dans la région. Suivez son propos. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés.
Et aussi, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, est allé réconforter le dimanche 18 février 2024 les éléments engagés sur la ligne de front à Sake en territoire de Massissi. Il était question de se rassurer que toutes les instructions du commandant des opérations sont respectées. Suivez. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, est allé réconforter le dimanche 18 février les éléments engagés sur la ligne de front à Sake dans le regroupement de Kamuronza au territoire de Massissi. Il a motivé les militaires et même les milices d'autodéfense appelées Wazalendo en ces termes. Nous sommes arrivés ici, c'est pour réconforter nos hommes qui sont engagés, nécessaires qu'on peut exprimer l'opération. Aussi s'assurer que les instructions du commandant des opérations sont bien exécutées. Aussi il y a des besoins spécifiques qu'on puisse les faire parce que les soucis du commandant des opérations et même du commandant suprême, c'est que la population de Sake puisse rentrer rapidement parce qu'ils vivent dans des conditions précaires là où ils sont. Nous sommes en train de consolider. Quand on voit l'image de notre L'autorité provinciale voulait aussi se rendre compte de l'évolution de la situation sur terrain et examiner si toutes les instructions du commandant des opérations sont bien respectées. Cette visite tenait également à se rassurer de besoins urgents qui nécessitent une intervention imminente auprès du commandant des opérations. Le général Chirimwami a aussi évoqué la question relative au déplacement de population à Sake. Il a affirmé que les soucis du commandant des opérations et même celui du chef de l'État est que la population de Sake puisse rentrer rapidement parce qu'elle vit dans des conditions précaires. Et on poursuit ce journal, mesdames et messieurs, 18 janvier 2006, 18 janvier 2024, jour pour jour, 18 ans déjà depuis que l'ex-président Joseph Kabila Kabange a promulgué la constitution de la République démocratique du Congo, adoptée par le référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005. Sur ce, les élites congolaises ont organisé des séances de réflexion sur la constitution congolaise, ses acquis et ses faiblesses. Commentaire de Jocely Massiala. Promulgué en 2006 par l'ex-président Joseph Kabila Kabange après son adoption par référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, cet ouvrage qui fixe l'organisation et le fonctionnement de la République démocratique du Congo vient de totaliser ses 18 ans d'âge, autrement dit âge de maturité. Sur ce, à Kinshasa, des séances de travaux ont été organisées au cours desquelles les élites congolaises ont réfléchi sur les mérites, les forces et les faiblesses de la constitution congolaise afin d'y apporter des innovations. Et que c'est son œuvre, il fallait la célébrer, la commémorer. Et comme intellectuels, comme scientifiques, nous devions de réfléchir sur cette constitution 18 ans après. C'est l'âge de maturité pour voir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses et nous projeter dans l'avenir. Il y a 8 ans, c'était le premier colloque et chaque année, nous avons toujours organisé. Ça, c'est pour les gens qui sont surpris maintenant de l'organisation. L'IDGP organise à chaque anniversaire de la Constitution, nous avons toujours organisé des réflexions. Cependant, les Congolais estiment que la Constitution congolaise nécessite une réforme. Et autre lieu, autre secteur, la ville de Lubumbashi se nettoie de ses déchets à ciel ouvert. Le dimanche 18 février 2024, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a inspecté quelques artères de la ville avec notamment le directeur provincial de l'office de voirie et drainage. Les avenues Kapenda et Bamaemo ont particulièrement été visitées par cette visite d'inspection. Regardez. Les équipes de la brigade d'assainissement étaient à pied d'œuvre sur toute l'étendue du centre des affaires de Lubumbashi. Objectif, poursuivre le ramassage des ordures. D'ores et déjà, plusieurs artères se sont métamorphosées, contrairement aux jours antérieurs, fruit des travaux d'assainissement lancés par le premier de Haut-Katanga. Pour se rassurer du bon déroulement de l'opération, l'autorité provinciale a surpris les cantonniers en plein travail sur l'avenue Kapenda, croisement Laurent-Désiré Kabila. Ici, l'arrêt des bus est nettoyé de fond en comble et toutes les ordures collectées sont chargées dans des camionnettes en direction des dépotoirs en dehors de la ville. Ces travaux effectués à Lubumbashi constituent un offre de soulagement pour la population. Ce qu'il vient de faire, ça nous rend fiers parce que c'est une bonne initiative. S'il continue comme ça partout, en tout cas, nous sommes trop fiers de lui. En tout cas, que Dieu le bénisse vraiment. Les concitoyens de Jacques Yaboula ont pris l'engagement de pérenniser la démarche du gouverneur qui lui-même, faisant la ronde de la ville avec son conseiller technique,
et le directeur de la DEPIAT n'a pas hésité un seul instant à interpeller certains du choix à garder la ville propre. C'est le cas des agences de transport en commun, une véritable action pédagogique menée par Jacques Aboula Katoué. Le gouverneur est plus que déterminé à assainir la ville, ont le choix de s'approprier cette initiative salutaire. Double mandat, double mandat, double mandat. On parle santé à présent. Depuis le mois de janvier 2024, l'épidémie de choléra sévit dans la province du Haut-Katanga. Pour pallier à cette situation, certaines organisations sanitaires ont décidé de participer à la lutte de cette épidémie dans la ville de Lubumbashi afin que moins de personnes soient touchées. Suivez. Plusieurs périphéries de la ville de Lubumbashi sont touchées par l'épidémie de choléra, maladie à infection bactérienne depuis le mois de janvier 2024. Les chiffres alarmants appellent à une réaction urgente. Face à la recrudescence de cette épidémie, certaines organisations à caractère sanitaire, telles que l'Organisation mondiale de la santé, ont informé leur participation dans la lutte contre cette épidémie qui ronge la ville de Lubumbashi afin d'en endiguer la propagation. Pour ce faire, des tentes ont été installées en vue d'améliorer la capacité d'accueil des traitements et des pulvérisateurs contre la bactérie Vibrio choléra sont également fournis dans les autres zones touchées. Le ministre provincial de la Santé a confirmé la propagation du choléra dans plusieurs contrées, soulignant l'importance des mesures de prévention pour éviter toute contamination. Entre autres, se laver régulièrement les mains, éviter la consommation des nourritures non couvertes dans les rues, cuire les viandes correctement, boire de l'eau traitée et maintenir un bon assainissement pour limiter la propagation du choléra. La solidarité et la vigilance est des mises pour surmonter cette crise sanitaire et préserver le bien-être de la communauté. En santé toujours, les hommes peuvent aussi être atteints du cancer du sein. Voilà pourquoi il est donc important de faire le dépistage ou se faire consulter une fois que l'on remarque des signes anormaux afin de ne pas négliger les symptômes. Regardez. Selon plusieurs, le cancer du sein est gynécologique, c'est-à-dire que c'est l'apanage des femmes. Pourtant, les hommes aussi sont touchés, mais à une faible proportion. Le sein, c'est un organe qui appartient aux deux sexes, donc au sexe masculin et au sexe féminin. Le sein de la femme a une forme et un volume différent, c'est parce que il est sous l'emprise des hormones féminines. Sur le plan histologique, c'est exactement la même chose chez l'homme et chez la femme. Donc par ricochet, la maladie du sein chez l'homme comme chez la femme, c'est la même chose. Il est donc très important de parler de cette maladie chez les hommes, car près d'1% des cas de cancer de sein a été confirmé chez les hommes. Si c'est un cancer, il faut prendre ça en charge au stade débutant, au stade précoce, avant que ça ne quitte le sein pour envahir d'autres organes. Dès que vous avez une masse au niveau du sein, un nodule au niveau du sein, consultez au mieux un sénologue, donc un spécialiste de maladie du sein, et celui-là sera la bonne attitude à adopter face à ces nodules. Si le diagnostic est posé à temps, parce qu'aujourd'hui, le Centre national de lutte contre les cancers, le CNLC, commence à avoir des outils pour prendre en charge ici chez nous. Une multiplication anormale des cellules du sein inquiète autant chez les hommes que chez les femmes. Les causes, les signes et les conséquences sont les mêmes. Les causes sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme, sauf que chez l'homme, n'ayant pas beaucoup d'estrogène, et ces perturbateurs endocriniens ne trouvent pas des socles, c'est-à-dire des substratums, pour agir, pour induire les anomalies comme chez la femme où il y a des estrogènes qui favorisent la multiplication cellulaire. Donc bref, les hommes doivent faire attention comme les femmes. Les signes, c'est toujours une masse, donc attention, ce n'est pas bon qu'après l'adolescence, un homme voit une boule au niveau du sein. Donc quand vous voyez une boule au niveau du sein ou quand vous voyez un sein qui délite, qui a des sécrétions, des galactorées. Quand vous voyez un sein qui change de forme et tout ça, il faut voir son médecin. Le médecin spécialiste de maladies du sein, il s'appelle sénologue. La prévention chez l'homme comme chez la femme est le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie. Pour éviter le pire, il est donc demandé de faire le dépistage précoce. Aujourd'hui doté, donc équipé,
on a les plateaux techniques pour faire des examens, pour sous-typer les cancers du sein. J'insiste, c'est accessible ici en RDC et on a les médicaments. L'État a doté les CNLC de ces médicaments pointus pour pouvoir traiter les cancers du sein de façon vraiment pointue et vraiment moléculaire, comme ça se passe ailleurs. L'autopalpation des seins peut aider à détecter une masse et dans ce cas, il faut consulter le médecin dans les heures qui suivent pour éviter le pire. Et cette fois-ci, on parle culture. C'est le retour, comme chaque année, de l'événement incontournable pour tous les amateurs de livres à Kinshasa. La 10e édition de la Fête du Livre a ouvert ses portes ce week-end à la Halle de la Gombe. Un public large, curieux, venu de tous les horizons, a confirmé une affluence de plus en plus importante. Cet événement littéraire gratuit se tient durant toute la semaine jusqu'au 24 février à Kinshasa, y compris dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. La 10e édition de la Fête du Livre célébrée samedi a été marquée dans la journée par la lecture porte à porte dans la commune de Njili, sud-est de Kinshasa en République démocratique du Congo. Lors de la soirée d'ouverture, une offrande poétique a été offerte au public, un moment convivial avec le participant. L'idée bien ordonnée ne commence que par soi. Pourquoi difficile est-il de croire que l'athéisme alimente la foi de ceux qui prient, que l'obscur côtoie le clair pour que la balance s'équilibre entre les mois. Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, l'un des donateurs de cet événement, a exprimé sa joie de prendre part encore une fois à cette fête. L'Académie des Beaux-Arts s'estime très honorée d'être associée, du moins chaque année c'est devenu une tradition, à cette grande fête du livre. Ainsi, c'est un honneur pour notre institution qui forme les artistes et plasticiens et graphistes, parmi lesquels on découvre de plus en plus des talents en écriture. De l'autre côté, les amoureux de la lecture répondus présents à cet événement incontournable de la littérature en RDC se sont exprimés. J'ai participé à l'événement parce que je suis une amatrice des livres, des belles lettres, je veux dire. J'aime beaucoup la lecture et pour moi, cette soirée, j'ai m'imaginé que ça pouvait être l'occasion de faire des belles rencontres avec des professionnels dans les domaines de l'écriture, de la poésie, c'est ça. À part ça, je savais qu'il allait y avoir des expositions, des livres à vendre. Et alors, je suis venue voir s'il y avait quelque chose qui m'intéresserait. J'aime beaucoup lire. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui à l'ouverture de la semaine du livre. La fête du livre, mais c'est la semaine du 17 au 24 février à Kinshasa. Et donc la raison qui m'a poussée de venir aujourd'hui, c'est parce que j'aime beaucoup lire et il y a beaucoup des ouvrages qui sont publiés, exposés, pardon. Et donc du coup, voilà. Plusieurs maisons d'édition ont exposé des livres lors de cette fête. C'est notamment la maison d'édition Kivu Nyota basée à Goma. Lecture, spectacle, ateliers, librairies éphémères pour tous les publics sont au programme à l'Institut français de Kinshasa dans les écoles et les lieux partenaires de la 10e édition de la Fête du Livre de Kinshasa. Il s'y est de noter que ce lundi, quelques activités ont eu lieu tout au long de la journée, notamment à l'école Lisanga avec Kouam Tawa, au lycée français René Descartes avec Fan Atiki et Yannick Laens, à l'école Sainte-Christine avec Armel Modéré et Yann Kumbozi, au lycée Prince des Lièges s'est tenu une biblioforum avec Chancel Kampalang et Nelly Tchela Moutaï, y compris une conférence avec Yannick Laens. Au complexe scolaire Rehoboth s'est tenue une activité appelée Tekelanga Boyebi organisée par Marquante avec Bibiche Kantama et bien d'autres. Organisé par Marquante avec Bibiche Tankama et bien d'autres. Si ailleurs la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, chez nous, tôt ou tard, on gagne sa vie.
Rendons-nous en dehors de nos frontières à présent. Les Nigérians font face à l'une des pires crises économiques en Afrique de l'Ouest depuis des années. Cette crise est déclenchée par une hausse du taux d'inflation suite à des politiques monétaires ayant entraîné une chute de la monnaie locale à un niveau historiquement bas par rapport au dollar américain, provoquant ainsi colère et manifestations à travers le pays. Et regardez. Les dernières statistiques gouvernementales publiées la semaine dernière ont montré que le taux d'inflation en janvier a atteint 29,9%, son plus haut niveau depuis 1996. Principalement en raison de la hausse de prix alimentaires et de besoins non alcoolisés. Le Naira lui-même a encore chuté à 1524 pour $1, ce qui représente une perte de valeur de 230% au cours de l'année dernière. Cela aggrave une situation déjà difficile, réduisant davantage les revenus et les économies tout en mettant sous pression des millions de personnes déjà aux prises avec des difficultés en raison de réformes gouvernementales ayant entraîné la suppression des subventions sur le gaz, ce qui a triplé les prix du gaz et fait augmenter les tarifs de transport. Avec une population de plus de 210 millions d'habitants, le Nigeria n'est pas seulement le pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi la plus grande économie du continent. Quand les gens viennent au marché, ils ont très faim. Certains ne peuvent s'offrir qu'un repas par jour, tandis que d'autres n'ont même pas ce luxe. Tout le monde pleure. Même nous, les commerçantes, nous pleurons, car c'est difficile. Son PIB est principalement tiré par les secteurs des services tels que les technologies de l'information et la banque, suivis par les secteurs industriels, comprenant les entreprises de fabrication et de transformation, puis l'agriculture. Le défi est que l'économie est loin d'être suffisante pour la population en plein essor du Nigeria, s'appuyant fortement sur les importations pour répondre aux besoins quotidiens de ses citoyens. Tout est trop cher, l'État doit nous aider. Comment quelqu'un peut éduquer ses enfants dans ces conditions? Manger est un problème, payer le loyer est aussi un problème. On ne peut même pas subvenir à nos besoins. Par conséquent, elle est facilement affectée par des chocs externes tels que le marché parallèle d'échange qui détermine le prix de biens et services. L'économie elle-même dépend fortement du pétrole brut, donc lorsque le prix du pétrole a chuté en 2014, les autorités ont continué à utiliser les réserves de change pour stabiliser les naïras malgré plusieurs taux de change. Cependant, les analystes disent qu'il n'y avait pas de mesures adéquates pour fournir les alternatives aux citoyens et que le gouvernement ne semble pas savoir quoi faire. Au quotidien, il est évident que le prix de certaines denrées a triplé, voire plus. Des articles qui étaient auparavant achetés à 1000 naira se retrouvent désormais à 3500 naira. Qu'il s'agisse du savon, de lait corporel et autres. Cette hausse généralisée des prix s'observe sur tous les produits depuis 18 mois. Il est vraiment regrettable que le gouvernement semble incapable de contenir la situation. Les prix ne cessent d'augmenter et nous nous demandons si cette crise va se terminer et quand est-ce qu'elle va se terminer. Voilà, je rappelle les titres avant de boucler ce journal. Le sommet extraordinaire sur la situation en République démocratique du Congo a démarré vendredi soir à Addis Abeba. S'est clôturé ce lundi 19 février 2024 dans la matinée. Parmi les résolutions figure la poursuite des échanges avec les protagonistes séparément dans les prochains jours à Luanda. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, a rendu publique une déclaration ce lundi 19 février 2024 pour fustiger le silence de la communauté internationale face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie est de la part du Rwanda. L'OSPC recommande aux institutions du pays et au gouvernement en particulier de fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mandico Télévision. Bonsoir chez vous.